c'est vraiment ce sentiment de perdre pied. Et après, ça va se manifester surtout physiquement. Des palpitations, douleurs dans le bras gauche, donc on pense qu'on fait une crise cardiaque. Ça peut être des douleurs dans le ventre avec des envies de vomir, des maux de tête très violents. En fait, ça peut se manifester très différemment et d'une crise à une autre, ça peut être très différent. Mais en tout cas, il y a toujours ça, c'est ce sentiment qu'il y a un danger et qu'on ne peut pas le maîtriser, qu'on va subir la situation. Et c'est assez horrible en fait. Très clairement, la première, je pensais que j'étais en train de devenir fou. Des difficultés de sommeil, des pensées obsédantes sur certains sujets sources d'angoisse. Parfois, ça pouvait aller jusqu'à une sorte de paralysie comme ça, hein, dans les moments de stress extrême, où je vais être un peu léthargique sur le canapé, sur le lit, enfin, à plus arriver à bouger. Je sais ce qui va m'aider, mais la mise en mouvement pour trouver une solution à cet état, parfois, elle n'est pas possible. Et elle serait éventuellement possible par une aide, parfois extérieure. Pour mes 30 ans, moi, tout seul, dans ma tête, je m'étais clairement dit qu'à mes 30 ans, j'aurais fini ma thèse. Et est arrivé le jour de mes 30 ans, j'avais pas fini ma thèse, loin de là d'ailleurs. J'avais cette date en tête, et plus mes 30 ans arrivaient, et plus je commençais à faire des petites crises d'angoisse, des moments où je me sentais pas bien, mais j'arrivais à faire redescendre les choses, mais c'était, je pense, plus des situations de stress, de montée de stress. Et le jour de mes 30 ans, il y a eu un anniversaire un peu surprise avec toute ma famille, tous mes amis. Et là, je suis arrivé et là, c'est là où j'ai fait une première crise de panique. Et le souci, c'est que quelques semaines après, c'est revenu. Une très très grosse attaque de panique où j'ai dû... mon ami m'a emmené aux urgences parce qu'on très clairement, on ne savait pas ce qui se passait. À cette période-là, moi, psychologue, psychiatre, santé mentale, troubles anxieux, tout ça, c'était très très loin de moi et c'était la folie. Je viens d'une famille avec des fragilités psychiques existantes, notamment une angoisse très présente, des troubles anxieux présents. Donc j'ai grandi comme ça et puis j'ai commencé à développer des troubles anxieux en lien à une manifestation du stress très importante de mon papa. Donc il y a eu un événement marquant comme ça, qui a du coup fait apparaître différentes angoisses, mais avec toujours cette tristesse comme ça, en fond, assez présente. Et puis du coup, au fur et à mesure, beaucoup de ruminations internes. Ça s'est accentué avec des phobies, notamment en lien avec un deuxième événement traumatique, qui sont les attentats du World Trade Center. Ça tournait en boucle, moi je sortais de l'école, j'avais du CM2, c'était assez traumatisant. Et du coup, j'ai développé des phobies en lien avec les attentats, en lien avec la mort, en lien avec les catastrophes naturelles. Au début, très clairement, c'est horrible, quoi. Le quotidien, il est invivable, il n'est guidé que par ça. Le matin, on se lève, on se demande si on va être angoissé, en fait. Et donc, rien que le fait de se poser la question, ça peut créer de l'angoisse aussi. Donc là, le fait de se dire aujourd'hui il faut que j'aille faire des courses, je suis obligé. Et moi ça m'est déjà arrivé à cette période-là d'arriver sur le parking du supermarché et d'être incapable de sortir de la voiture et de repartir. Parce qu'on se dit, c'était vraiment cette phrase, c'est je vais pas y arriver. Donc on évite. Mais le fait d'éviter c'est pire parce que du coup on se dit on n'est plus capable de faire ça, donc on le fait plus. Et puis petit à petit ça se resserre. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut parler de forme de phobie sociale, quoi. On s'isole. L'angoisse est devenue beaucoup plus présente, jusqu'à être complètement handicapante, invalidante, à m'empêcher de pouvoir dormir en dehors de chez mes parents, m'empêcher d'aller faire des pyjama parties chez des amis comme on peut le faire à cet âge-là, hein. Et une incapacité de faire tous les voyages scolaires qui étaient proposés, notamment un voyage au ski. C'était pour moi vraiment impossible. Aller au restaurant, c'était devenu quelque chose vraiment ingérable. Un restaurant prévu le samedi, je commençais à angoisser une semaine avant. Et ça montait tous les jours un peu plus. Et le jour J, c'était
J'ai refusé, évité d'aller au restaurant pendant, très honnêtement, plusieurs mois, voire je pense peut-être même un an et demi. Je pense que pour l'entourage, ça peut être compliqué parce que il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas et qui pensent que voilà, qu'on exagère, qu'on en fait un peu trop et qu'au final il faudrait se secouer un petit peu et que finalement on est angoissé mais ça va passer et surtout on n'a pas de raison d'angoisser. On est en bonne santé, on est en couple, on fait des études qui nous passionnent, on a un toit sur la tête, on n'a pas de problème d'argent, on a à manger tous les jours. Pas de raison d'angoisser, il y a des personnes beaucoup plus malheureuses et tristes. Et ça, ça renforce encore plus le sentiment de culpabilité. C'est vraiment contre-productif par rapport à ce que nous on peut, enfin, ce qu'une personne angoissée peut ressentir. Comme je le disais, je viens d'une famille avec des fragilités psychiques présentes déjà chez mon père, qui étaient aussi présentes chez mon frère cadet. Donc c'était quelque chose d'assez naturel pour mes parents d'essayer de mettre en place quelque chose. On part au départ d'un suivi simple avec une psychologue. Après j'ai eu différentes prises en charge en hospitalier. Moi je suis passionnée d'art, donc j'ai fait beaucoup d'art-thérapie lors de mes hospitalisations. C'est vraiment quelque chose qui est en continuum et en fil rouge comme ça, sur tout mon parcours de rétablissement. Ensuite, ce qui a pu aider, c'est quand j'ai découvert particulièrement la méditation de pleine conscience, les exercices de respiration, ça c'est des choses qui m'ont aidé. Le travail sur l'épigénétique m'a aussi permis de m'émanciper de mes propres difficultés, de me dire ok, c'est pas juste de moi, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre familial. C'est plus mon conjoint qui un jour m'a dit mais tu vas pas continuer comme ça, il va falloir faire quelque chose. Tout bêtement, il m'a pris par la main et il m'a emmené voir une psychologue. On a fait un premier entretien ensemble. Le deuxième entretien, j'y suis allé seul et puis c'est comme ça que j'ai commencé une psychothérapie. Ça a commencé à aller beaucoup mieux. Et je me suis dit, en fait, ça y est, quoi. Je pense que je commence à être guéri, quoi. Et à ce moment-là, j'ai commencé un nouveau boulot. Et dans le travail, il s'est passé aussi une situation un peu de mal-être, de harcèlement. Enfin, c'était pas très, très, très chouette comme ambiance. Et en fait, ça a fait tout ressurgir encore plus fortement que la première fois. Et après, il y a eu un moment où il y a eu une tentative de suicide. Ma psychologue m'a très clairement dit, il va falloir peut-être envisager une hospitalisation. Et je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée en fait. Moi, dans mon cas, ce qui m'aide dans les moments où je suis en souffrance, c'est d'avoir une présence sécurisante, soutenante, mais qui aussi va être un peu challengeante. C'était pour moi utile d'avoir des personnes qui disent « Ok, allez, viens, je vais faire avec toi, viens, on va y aller ensemble, viens, je sais que ça te fait du bien, viens, on y va ensemble ». D'avoir vraiment cet accompagnement qui permet aussi de prendre du pouvoir sur la difficulté, de se dire « Ok, je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois avec telle personne, ok, je vais essayer de le faire seul ». Plus on mobilise les ressources, plus on fait. En tout cas, dans mon cas, ça a été efficace. La fausse idée que j'ai eu au début, c'est de me dire je suis malade, je vais tout faire pour guérir et j'aurai plus jamais de crise d'angoisse de ma vie. Et ça, c'est pas possible, je pense. Je pense qu'il faut apprendre à vivre avec les crises d'angoisse et surtout, toujours me dire ça va passer. Pour moi, le rétablissement, c'est de pouvoir vivre avec ses fragilités aussi bien qu'on peut. Moi, je peux dire que je vis en rétablissement, ou en rémission même presque, parce que j'ai plus de troubles anxieux généralisés, j'ai plus de phobie depuis de nombreuses années. Je vis sans traitement depuis plus de 6 ans. C'est pas en claquant des doigts qu'on se rétablit, non. Mais ça se travaille sur du long cours. La maladie n'est pas une fatalité. Certes, c'est une très grande difficulté, mais on peut vivre avec et on peut vivre bien. Et on peut se rétablir, surtout, c'est le message très important. Et on peut faire beaucoup de choses avec soi-même, finalement.